La République de Guinée avec à sa tête le président Alpha Condé, chef de l'État, président de la République. Avec l'idéologie, nous pouvons la promotion d'une culture puisant sa force et son inspiration dans les profondes valeurs de notre peuple, tout en assimilant positivement les apports extérieurs fécondants. Seul le président Alpha Condé, en moins de 10 ans, vous donne des infrastructures de développement qui répondent aux attentes des populations. Le président de la République, en moins de 10 ans, propose et suit une véritable politique de l'emploi. Une politique qui redonne espoir et dignité à la jeunesse des villes, des banlieues et des campagnes, car nous savons ce que vous attendez de l'État. Avec le dynamiteur, le président Alpha Condé, la Guinée continuera sa croissance entamée depuis 2010. Tous les matins, vous nous regardez également à la télévision. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Avec plaisir, dans un instant, nous allons faire une lecture de quelques messages. Si vous le voulez bien, à la une, je le disais tantôt, les Burkinabés ont voté dimanche donc pour élire leur président de la République. Plus de 6 millions d'électeurs étaient appelés donc aux urnes. Ils doivent départager 13 candidats, dont le président sortant, Roch Marc Christian Kaboré, son principal challenger, donc Zefrin Diabré, l'ancien premier ministre de la transition, Yacouba Isaac Zida, et Edi Kwabiko, donc un proche de Blaise Compaoré. Les électeurs doivent, par la même occasion, renouveler leur parlement. Le processus électoral est conduit dans un contexte de crise sécuritaire due à la présence des djihadistes dans le pays. Tout semblait bien se dérouler jusqu'à ce que la commission électorale suspende donc la publication des résultats provisoires par commune à la demande donc de l'opposition. Analyse et commentaires à suivre ce matin dans notre émission, mesdames et messieurs, avec entre autres Dieudonné Zougrana qui nous allons joindre ce matin. Il est directeur de publication donc du quotidien d'information Aujourd'hui au Faso. Gessien Salia, secrétaire à l'organisation du mouvement du peuple pour le progrès MPP du président Kaboré, et Boubacar Sanou, lui, il est secrétaire à l'organisation du congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, et de l'ancien président Compaoré. Vous allez les entendre ce matin dans cette émission, les GG sur Radio Espace Guinée. L'humanité célèbre ce mercredi 25 novembre la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. En Guinée, 95% des femmes auraient subi donc des actes de violence. C'est une enquête réalisée à partir d'un échantillon de 500 personnes qui le dit. Comment lutter donc contre le phénomène? Nous essayons de comprendre ce matin. Awali veut apporter cette réponse évidemment à travers la sensibilisation. Cette association qui lutte pour l'émancipation des femmes, qui le fait par le biais donc de l'image, donc de documentaire. Donc ce mercredi même, pour marquer donc la journée, la structure projetera donc au Centre culturel franco-guinéen un film documentaire. Les victimes, les auteurs et les autorités à prendre conscience évidemment de la nécessité de lutter contre les violences sous toutes ses formes. Nous essayons de comprendre ce matin avec la réalisatrice du documentaire, et elle sera avec nous dans cette émission, Ouraïba, réalisateur donc du film Wa Mali. Elle sera dans cette émission, les GG sur Radio Espace Guinée. Beaucoup de réactions des auditeurs évidemment sur le 657 39 13 13. Nous partons avec ce premier message qui nous parvient à l'instant T. C'est de qui exactement? Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. C'est Barry Boubacar depuis Cancan. On ne peut pas manger la paix, mais la paix, on ne peut pas... qu'est-ce qu'il dit? On ne peut pas manger la paix, mais sans la paix, on ne peut pas manger aussi. Donc si nous ne nous intéressons pas aux affaires de notre gouvernement, nous sommes condamnés à vivre ensemble sous le règne des fous, et qu'Allah sauve notre pays, la Guinée. Merci beaucoup. On reste toujours dans le sillage avec cet autre évidemment qui nous écrit. Lui, c'est qui exactement? Bonjour les GG. Je suis d'accord avec les propos de monsieur Antoine. Certes, la manifestation est un droit, mais avec tout ce qui s'est passé avant, pendant et après les élections, la seule solution maintenant, évidemment, c'est le dialogue, qu'ils se comportent comme des vieux pères exemplaires pour les futurs politiques quand même. Mariam Dima depuis Anta qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage avec cette autre réaction qui nous parvient à l'instant T de Mamadou Saliou. Je voulais juste accepter Grand Tom Moussa Moïse Silla et à toute l'équipe. Voilà, il veut dire saluer. Voilà, il veut saluer Moussa Moïse Silla et toute l'équipe. Voilà, c'est bien ça. Les vrais gens s'expriment évidemment dans cette émission. Merci beaucoup. Nous avons cet autre aussi qui réagit. Norbert Negro Kamando
Samano, bonjour les GG. Il est mieux que ces leaders politiques, il serait mieux, il veut dire, que ces leaders politiques guinéens élaborent donc autre stratégie que de réclamer ce qu'ils veulent, car de manifestation en manifestation, cela met toujours le pays en retard. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage avec cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour les GG, c'est Amadou Diallo depuis Antamarché. Je vous rappelle que dans certaines préfectures de notre pays, le gouvernement n'est pas représenté puisque le préfet ou certains sous-préfets ou les maires sont chassés par les citoyens de ces localités. Eh bien, les gendarmeries et les policiers, qu'est-ce qu'il veut dire exactement le temps que j'ouvre en entier, et les polices et les gendarmeries et les polices et les postes de police sont saccagés. Alors je vous dis que la Guinée va très mal. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. Un dernier pour la route, lui c'est il est à Brazzaville, c'est bien cela. Bonjour les GG, vous êtes les meilleurs. Je vous suis depuis Brazzaville, Congo, signé Sadio Kolossi Diallo qui nous écoute évidemment là de ce côté et qui nous regarde à la télévision. On va partir maintenant avec les réactions des auditeurs sur le hashtag Espace GG sur Twitter, entre autres. Là cette fois-ci avec la régie Noumou qui nous écrit: les médias ont une grande responsabilité dans ce combat. Malheureusement, beaucoup sont passés à côté. C'est Noumou qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage avec Aboubakar Alpha Oumar Keïta à Oka. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Les manifs des partis politiques doivent cesser du moment où les élections sont derrière nous. Ils doivent savoir que les Guinéens donc vivent du jour au jour. Laissez-nous vaquer librement à nos activités. C'est Aoka qui nous envoie ce message. Ousmane Le Noble aussi qui nous écrit sur Twitter: ah non, à mon humble avis, il est temps que les partis politiques mettent fin à ces manifestations. Merci beaucoup. On reste avec Sekou Cheikh Diakité aussi qui nous écrit: si toutes les manifestations de l'opposition sont déplorables par leur caractère de violence, il en est même pour l'alibi que le gouvernement s'est trouvé cette fois-ci pour la non-autorisation donc de cette manifestation. Je suis désolé, mais ça glisse là. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit: mon cher Cabinet Condé, je vais boycotter cet auditeur. C'est aussi simple que ça parce que j'ai l'impression que c'est un de vos gars. Allez, on y va avec cet autre aussi qui nous écrit. C'est Mohamed Ndenche Nestor Bangoura qui nous écrit: bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. En Guinée, les dirigeants ne respectent pas la loi pour éviter donc les dégâts qu'ils laissent le peuple manifester. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Diop, le critique aussi qui nous écrit sur Twitter: bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Pour dire sincèrement, cette opposition n'a plus d'autre alternative que de passer par la rue, voilà, ou par les rues. Il le dit ce matin. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. Maki Dar es Salaam, bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Antoine, tu ne connais pas la détermination des militants de l'ANAD. Nous sommes plus que jamais déterminés à réclamer notre victoire. Lamine Girassi, c'était un autre leader qui avait reçu l'exploit que Cellou Dalein Diallo a reçu pendant ces élections. Vous l'aurez tous applaudi. C'est Maki qui nous envoie ce message. Maki de Dar es Salaam. Excellence Silla qui nous écrit aussi: bonjour les GG. Je crois que le gouvernement et l'opposition deviennent tous les deux trouver d'autres solutions plus adaptées pour répondre donc le problème sociopolitique de notre pays. Excellence Silla qui nous envoie ce message. Mamadou Diao Guinée sur Twitter: certes la manifestation est légale, mais la logique voudrait qu'elle se fasse dans les règles de l'art. Merci. On reste avec Seikoumar Bolé aussi qui nous écrit sur Twitter: bonjour les GG, je pense qu'à partir du moment où manifester est un droit constitutionnel, l'État ne peut en aucun cas l'empêcher. Voilà, c'est son opinion. On reste avec cet autre aussi. Lui, c'est Mamadou Paté Diallo qui nous écrit: le droit de manifester doit être fondamental dans un pays démocratique, mais malheureusement, en Guinée, c'est le contraire. On reste avec cet autre aussi. Lui, c'est Mohamed Mokhtar Kano Diallo qui nous écrit: bonjour les GG. Même si cette manifestation aurait été autorisée, les gens n'allaient pas sortir parce qu'ils sont fatigués avec cette tuerie. On reste avec cet autre Diaka, le justicier aussi qui nous écrit sur Twitter: manifestation interdite à cause du Covid et concert autorisé. Franchement, le gouvernement guinéen est fort en prévention
pour empêcher donc la propagation. Vive le président Alpha Condé, vive le gouvernement guinéen. Voilà. C'est justicier, il s'appelle. On reste avec un dernier, patriote découragé. Voilà, il s'est fait appeler comme ça sur Twitter. Bonjour les GG. En Guinée, la première violence à l'encontre des femmes reste cette pratique ancestrale. Il parle d'excision. Mettons donc en place un plan de com solide pour son abolition. Sinon, qui serait plus faible que celui qui viole un faible. Voilà, nous sommes de cœur avec les femmes, donc c'est Patriote découragé qui nous envoie ce message. Il est complètement découragé, lui. Allez, on y va avec maintenant Souleymane Konaté qui nous écrit l'UFTG, pardon. Bonjour les GG. Face aux agissements donc d'un gouvernement qui divise, qui confisque les libertés individuelles et collectives et qui laisse agir impunément les assassins au sein de nos forces de défense et de sécurité, il faut une résistance assumée donc pour libérer la Guinée. C'est Souleymane Konaté qui nous envoie ce message. On reste avec Sinani aussi de RPG Arc-en-Ciel qui nous écrit bonjour l'équipe des GG. Boycotter la radio espace, c'est comme si tu boycottes ta propre conscience. Et pourtant c'est ce qui se passe chez vous en ce moment du côté des RPG Arc-en-Ciel. Voilà. Boycotter la radio espace, c'est comme si tu boycottes donc ta propre conscience. Nous savons combien de fois cette radio joue un rôle important en Guinée. Assume. Bref, je profite pour demander à l'opposition de respecter cette décision de l'État pour l'interdiction de leur soi-disant marche, car nous voulons la stabilité et non l'instabilité, car cette opposition est en manque de repères. Elle s'inscrit dans une logique négative. Mon cher Moïse, on va continuer l'émission évidemment dans un instant, spécialiste en rhétorique désormais dans les GG sur Radio Espace Guinée. Oui. Je sais pas c'est quel titre, au moins c'est pas un titre posthume, merci. Alors, moi, c'est pas possible. Il aura toujours des choses à dire. Allez, on continue l'émission. Oui. Évidemment, Moussa Moïse, voilà, tu le disais tantôt, pour la paix, tu as parlé de main tendue et aussi d'un côté, je veux dire, tous les deux bords doivent faire des efforts. Vous savez, quand dans un pays, et c'est pas moi qui vais l'apprendre à Jacques qui a relevé lors du décès de Amadou Toumani Touré que tellement il avait réussi à taire les divergences, mais c'est fait de façon différente que la situation dans notre pays, et qu'on a trouvé qu'il n'y avait pas de contre-pouvoir réel au Mali. Mais chez nous, ce n'est pas à peu près la même chose. C'est-à-dire que en l'absence d'opposition forte, à l'absence de contre-pouvoir qui est un peu de marge de manœuvre face au pouvoir en place, qui puisse faire bouger les choses en tapant du poing sur la table, lorsque vous avez tous ces verrous-là de contre-pouvoir qui sautent, et au niveau de la presse, et au niveau de la société politique, et au niveau de la société civile, émiettés complètement, où quelques éléments sont achetés par le pouvoir en place, quelques éléments sont brimés, jetés en prison par le pouvoir en place, lorsqu'on fait taire dans une soi-disant démocratie, tous ces contre-feux-là, lorsqu'on les fait taire, je pense que le citoyen véritable doit commencer à s'inquiéter. Nous devons commencer à nous inquiéter parce que le régime de gouvernance qu'on a choisi librement, le pacte social qui nous lie à ces gouvernants, c'est un pacte social qui est basé sur un régime démocratique. Et en son sein, c'est la contradiction, ce sont les rapports de force, ce sont les séparations de pouvoir qui constituent un peu sa vitalité. Mais là, c'est en train de disparaître. Et souvent, quand ça disparaît, ces contre-pouvoirs, on se dit, peut-être ça va, c'est calme, la cité est calme, ça va, et tout va bien. C'est pas normal. C'est la chose publique que l'on gère. Les uns et les autres ont le droit de donner leur avis sur comment cette chose publique est gérée. Ce sont les lois qui sont violées. Les uns et les autres ont le droit de dire, il faut respecter ces lois. On ne peut pas les personnifier parce que à la tête du client. Donc, chaque citoyen a le droit de désapprouver cela. C'est ce qui se passe chez nous. Quand on lève le petit doigt, on vous le coupe ou bien on vous envoie en prison. Je pense que ce n'est pas la meilleure façon de gouverner un pays lorsque quand même on a bénéficié d'une expérience de plus de 40 ans dans l'opposition. Je pense que ça aurait pu être
le flambeau, c'est-à-dire celui qui allait transmettre le flambeau à une nouvelle figure, à une nouvelle génération. Souvent, on est complètement déconnecté aussi de ce qui se passe sur le terrain. Je parle en connaissance de cause, mon cher Moussa Moïse. Déconnecté à quel sujet? Je parle de la présidence, parce que si vous faites référence à dire que Alpha a passé 40 ans quand même dans l'opposition, et que souvent, il y a certaines actions qui se passent sur le terrain, il n'est pas forcément au courant de la situation. Lamine, je pouvais croire cela lors du premier mandat. Désormais, je n'y crois plus. Je n'y crois plus parce que... C'est ton droit? Oui, c'est mon droit et je sais de quoi je parle. Il est au courant de tout. Lamine, je menais une petite enquête sur le fonctionnement de l'électricité de Guinée. Il y avait des soupçons de détournement au niveau d'une direction communale. Vous savez, la nomination du responsable de cette direction communale, 2G, il a bien fallu que le président Alpha Condé donne son accord là-dessus. Il faut arrêter, il est au courant de tout. Jusqu'au choix des chefs de quartier, il sait ce qui se passe. Donc ça peut pas être une porte de sortie pour lui. Premier mandat, d'accord, je ne connais pas assez la Guinée. Mais quand on ne connaît pas assez un pays, on ne demande pas à le gouverner normalement. D'accord, le peuple vous a fait confiance une fois, 2 fois, mais on ne peut pas à ce jour dire, après quand même d'avoir passé 10 ans à la tête du pouvoir, qu'on ne connaît pas, on n'est pas au courant de certaines choses. Il est au courant des choses jusqu'au sein de nos familles, les disputes que nous avons avec nos épouses, tous des rapports qui nous sont dressés. Oui, je sais de quoi je parle. Les rapports qui sont dressés, il est au courant de tout ce qui se passe. Ça peut pas être juste, ça peut être une porte de sortie. Ce qui se passe maintenant, c'est 2 choses. Parce qu'on parle souvent du rapport entre l'opposition et le pouvoir en place. Moi, je ne vois pas un problème entre Cellou et Alpha Condé. Je vois un problème entre le pouvoir et l'opposition. Parce que résoudre le problème spécifique. Mais déjà, entre cette opposition, il y a un gros problème. Oui, mais justement, ce que je dis, elle est plurielle, l'opposition. Donc, il faut enclencher un dialogue avec l'opposition entière. Au sein de cette opposition, il y a l'UFDG, il y a l'UFP, il y a le PDI, il y a les autres partis politiques. Il faut les autres n'existent même plus. Non, mais Lamine, je suis désolé, mais c'est la vérité quand même. Si on ne le fait pas. Il faut le reconnaître. Oui, mais c'est la vérité. Non, quand vous dites n'existe plus, je ne sais pas de quoi vous parlez. Hier, je vous ai rappelé quand même que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas pris part à la présidentielle. C'est officieux, Moussa, ce que tu as dit. Mais c'est de façon officieuse. Mais c'est ce que je dis justement. Ce que tu nous as rapporté hier ici à l'antenne, c'est pas sur la place publique. Lamine, c'est de façon officieuse que les choses officielles se préparent. Vous le savez. Ça commence à bien faire. C'est comme ça. C'est qu'en dessous. Oui, mais c'est vrai. Tout ce que vous entendez là. Non, mais tout ce à quoi vous assistez. Ça ne passe pas, Moussa, ça glisse. Ça glisse. Avant que ça n'éclate au grand jour, avant que ça ne soit mis sur la place publique en Guinée, ça a d'abord été murmuré. On a d'abord susurré cela quelque part. Donc c'est comme ça ça se passe. Et en dessous, ils sont en train de travailler. L'opposition est plurielle. Ça, c'est un malhonnête. Je suis désolé. Non, pas du tout. Mais je suis désolé. Non, mais en matière de stratégie, Lamine, mais vous ne pouvez pas mettre tout sur la table aujourd'hui. Vous prévoyez en 2021, vous prévoyez quelque chose? Moi? Oui, bien sûr. Quoi? Mais je ne parle pas de votre engagement dans la politique parce que c'est ce à quoi beaucoup de citoyens pensent. Mais en 2021, vous avez un plan stratégique. Vous avez un plan stratégique pour votre entreprise, pour votre, bien sûr, pour votre développement personnel. Vous n'allez pas mettre tout cela. Tu penses que tu vas m'endormir comme ça? Mais écoutez, vous n'allez pas. Si tu es spécialiste en rhétorique, ça marche pas pour moi. Je suis désolé. Allez-y, Antoine. Allez-y, Antoine. Ce que dit Moussa n'est pas... Pour une fois, il n'a rien à dire. Non, pas du tout. Ce que dit Moussa n'est pas faux. Pour rendre officiel, il faut d'abord que ce soit officieux. Il y a des choses qui se préparent dans les coulisses. Quand même. C'est ça l'officieux. Il ne prépare un événement, c'est officiel aujourd'hui. Mais officieusement, il a travaillé au fond. Ce qu'il faut dire par rapport à cette question politique, Lamine. Alpha Condé aujourd'hui est l'homme le plus informé de la Guinée. Non, vous le savez. C'est pas possible. C'est le plus informé de la Guinée parce que beaucoup l'ont dit, il échange par SMS avec même le paysan qui est à Kouroussa là-bas. Parce que on dit pour l'avoir, il n'y a pas de barrière entre Alpha Condé et les citoyens parce que très souvent, les gens peuvent lui communiquer tout ce qu'ils veulent. On lui remonte beaucoup d'informations et on a comme l'impression d'être dans un état policier. Parce que la plupart des citoyens, par moments, sont filés et Alpha, pratiquement, on apprend qu'il est derrière la plupart de ses actions. Ce qu'il faut dire par rapport à tout ce qui se passe pour une certaine accalmie dans la cité, on l'a rappelé tantôt à l'entame de l'émission, il faudrait que de part et d'autre, que chacun lâche du lest. Si aujourd'hui il y a des détenus politiques qu'on doit libérer pour aller au dialogue, pourquoi ne pas le faire? Ousmane Gawal a été présenté récemment avec les autres. On a vu cette image qui a circulé, qui ne fait pas honneur tout de même à ces acteurs politiques. L'image d'Ousmane Gawal pris en photo avec une ardoise, écrit dessus complot. Ça a été mis sur la place publique où cet acteur politique, ça a été pris en caméra cachée, où ça a été mis sur la place publique. Ça ne fait pas honneur à cet acteur politique. Et il y a bien d'autres qui ont été mis dans la même situation. C'est pas du tout beau à voir. Et donc, si
en plein 2020, en plein 21e siècle, on assiste encore à de telles pratiques, je me dis que notre président, comme il a rappelé tantôt, il prend la Guinée là où Sékou Touré l'a laissé. On a l'impression que les actions de Sékou se répètent en 2020, ce qui n'est pas logique. On a besoin d'avancer. Et lorsque vous vous promenez à Conakry ou en Guinée, vous comprenez largement que la Guinée on n'a pas l'impression d'évoluer parce que dans mon temps à condamner cela, mais je pense que au-delà de la condamnation par les mots, il faut une condamnation par les actes. Celui qui a remis cette ardoise à Ousmane Gawal Diallo, qui a permis qu'il soit dans cette posture humiliante, déshonorante. La personne peut être facilement retrouvée puisque ça s'est fait quand même dans les locaux de la sûreté, de la DPJ. Donc il faut retrouver la personne pour connaître ses intentions. C'est pas normal. Quand vous avez un détenu politique, c'est pas tout le monde qui a accès à lui tout de même. On peut pas faire de lui une sorte de trophée de victoire. Il doit trophée de guerre. Il peut pas être à la merci de tout le monde et soumis à la corvée, à n'importe quelle corvée. Donc je pense que au-delà de la condamnation, qui n'est pas mal, il faut quand même condamner par les actes, mettre le grappin sur celui qui a quand même été à l'origine de cette posture humiliante infligée à Ousmane Gawal Diallo. Voilà, dans un instant, nous allons partir du côté du Burkina Faso, mon cher Jacques. On parle de cette élection présidentielle et patatras, vous le dites, la Commission électorale nationale a suspendu donc la publication des résultats. Oui, la Commission électorale avait déjà commencé à donner les résultats commune par commune, mais juste au lendemain de l'élection, on a suivi Zéphirin Diabré, qui est donc le Cellou d'Alain Diallo du Burkina Faso, dire qu'on n'est pas pressé d'avoir des résultats maintenant. Il faut tout mettre en œuvre pour que les résultats qui vont sortir des urnes soient ceux-là qui soient publiés par l'institution électorale. Bon, c'était son discours et par la suite, il y a eu la pression de l'ensemble de l'opposition. Vous avez face à Rochma Christian Kaboré au moins 12 candidats qui sont donc de l'opposition et qui parlent, n'est-ce pas, de quelques tentatives de fraude par endroit. Bien. Et du côté du camp présidentiel, on dit il n'y a pas de preuves. Voilà. Nous partons sur le terrain, Jacques Léo-Aleno, d'où nous attend donc Dieudonné Zougrana. Les grandes gueules. Dieudonné, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez suivi cette présidentielle au compte de votre site d'information. Vous êtes aussi analyste politique. On va commencer donc par cette actualité la plus fraîche, la suspension de la publication des résultats commune par la commission électorale. Pourquoi la commission électorale est venue à accepter finalement ou à céder aux pressions de l'opposition? Non, en fait, la pomme de discorde au sein de la CENI qui a amené le départ des 5 commissaires de l'opposition était surtout sur la compilation des résultats de façon manuelle. Vous savez que les résultats sont compilés dans les différentes provinces et envoyés d'abord numériquement au siège de la CENI ici, à Ouagadougou, et ensuite les résultats compilés viennent en physique, en papier. Alors, les numériques sont venus, mais le papier n'a pas suivi. Alors, les commissaires de l'opposition ont exigé que les résultats en papier viennent aussi, parce qu'ils soupçonnaient des velléités de fraude et de manipulation des différents PV. Donc, ils ont suspendu leur participation. Ça, c'est depuis avant-hier, le 23 novembre. Mais le président de la CENI, Newton Ahmed Bari, a fait tout son possible pour les ramener avant de recommencer. Bon, finalement, ils ne sont pas revenus. Donc hier, les 10 autres commissaires ont poursuivi les travaux de publication des résultats. Donc, à l'heure où je vous parle, on a quelques tendances qui ont été livrées par les 10 commissaires restants. Et justement, parlant de tendances, elles disent quoi, ces tendances? Alors, pour la présidentielle, hier, notre édition de ce matin même, c'est un peu la manchette. Et jusqu'à hier, à 21h, selon la CENI, il y a le trio, Roch Kaboré, le président sortant, et puis le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, et puis Edi Kombuero, celui qui a repris le flambeau de l'ex-parti majoritaire, le parti de Blaise Compaoré, le CDP. C'est donc ce trio qui vient en tête. C'est des tendances provisoires et partielles.
Donc, Rob vient en tête avec 54%, suivi de Zéphirin Diabré et 21,13%. Et enfin, Eddy Komboué ferme la main dans ce trio avec 13,16%. En même les temps, autres se partagent. Oui. Oui. Oui, les autres se partagent donc les autres points. La portion congrue avec des 0,1%, 0 ou bien 1%. Tout à fait. Il y a quand même lieu de comprendre la position qui est celle de certains partis d'opposition réunis autour de leur porte-parole, aussi candidat monsieur Barry, qui ces partis qui ont déjà prévenu qu'ils ne reconnaîtront pas les résultats tels que cela se déroule sur le terrain parce que soupçonnant des fraudes massives organisées par le parti au pouvoir, donc de M. Macroc, Christian Caboret. Est-ce que tout cela est étayé par des preuves tangibles? Est-ce qu'on peut déjà noter quelques anomalies sur lesquelles l'opposition peut s'appuyer pour faire cette déclaration? Enfin, il y a eu beaucoup de couacs niveau logistique et organisationnel. Effectivement, M. Taïrou Bari, qui est un candidat, a fait une conférence de presse. En fait, c'est l'opposition invitée autour de cette candidate. Cette conférence de presse avant-hier, le 23 novembre, pour dénoncer des velléités de fraude. En fait, il y a quoi? Il y a deux types de fraude que l'opposition dénonce. Il y a ce qu'ils appellent des gens qui ont prévoté, qui ont voté le 21 novembre, donc soit 24 heures avant le jour du scrutin. Et il y a aussi ce qu'ils appellent des achats de cartes d'électeurs pour empêcher certains de voter. Mais effectivement, jusqu'à présent, on n'a pas encore vraiment des preuves tangibles, des faits avérés. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu des plaintes au niveau du parquet. Et même avant-hier, il y a eu 5 procès pour flagrant délit de fraude qu'on a jugé. Mais concrètement, comme ça, il n'y a pas eu des preuves tangibles qu'on a brandies à la presse pour dire voilà. Mais bon, nous attendons de voir, en tout cas, les preuves qui sont à même d'impacter les résultats définitifs de ces scrutins-là. Bon, jusqu'à présent, nous attendons vraiment ces preuves tangibles-là. Bien. Dieudonné Zungrana en direct ce matin chez les GG. Merci beaucoup en tout cas Dieudonné et bonne journée du côté de Ouagadougou. La République de Guinée, un leadership de type nouveau depuis 2010 qui fait du dialogue et de la concertation les vecteurs d'une politique préoccupée au premier chef par leur vie et par les intérêts exclusifs de la Guinée. Un leadership capable de tisser et de fédérer des consensus dynamiques pour une gouvernance partagée. Un leadership qui combat l'arrogance et la violence. Un leadership soucieux d'une gestion vertueuse des biens publics qui refuse la confiscation de ce qui appartient à tous par un groupe ou un parti. Pour l'intérêt de notre nation, soutenons les actions du président bâtisseur, le président Alpha Condé. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Ouagadougou, sur la TNT, entre autres, du côté de Ouaga. Vous regardez Espace TV. Madame Hiro, nous avons donc en direct ce matin, c'est Yessien Salia, c'est bien cela. Nous avons plutôt Boubacar voilà, Sanou du CDP. Bonjour Monsieur Sanou. Bonjour Madame. Bienvenue chez les Grandes Gueules. Alors, selon les tendances qui sont observées pour l'instant sur le terrain, votre formation politique arrive en 3e position après le président sortant, bien entendu, qui est en tête. Quels sont vos sentiments? Parce qu'on a vu quand même ces remous au sein de l'opposition suspectant des cas d'irrégularité par rapport au scrutin. Quel est votre sentiment aujourd'hui par rapport au déroulement de ce processus électoral dans votre pays? Très mitigé. Comme vous le dites, nous avons assisté à un cafouillage indescriptible. C'est la première fois que des élections sont organisées dans des conditions aussi lamentables. Et vous avez des bureaux de vote qui ont ouvert à 17h pour fermer à 18h. Vous avez des bureaux de vote sans bulletins, sans liste électorale. Et vous avez des bureaux de vote sans isoloir où le vote n'était pas secret. Alors, vous avez vraiment, je ne sais pas comment on peut décrire ce que nous avons vécu. C'est la première fois, donc, depuis les retours du processus démocratique en 91, que nous sommes vraiment à une organisation aussi chaotique des élections dans notre pays. Certains observateurs... Oui, allez-y.
les résultats auxquels nous assistons, et c'est des résultats qui reflètent donc les cafouillages dans lesquels les élections se sont déroulées. Oui. Et ce qui fait que nous ne pouvons que constater ce que la CENI nous donne comme résultat. Est-ce que ces résultats sont les reflets réellement de la volonté populaire? À l'heure où je vous parle, donc, nous ne saurons vous le dire. Des observateurs, M. Sanou, estiment que c'est nettement mieux qu'au temps de Blaise Compaoré. Vous représentez son parti politique, que c'est quand même l'une des élections les plus inclusives que le pays, que le FASO organise. Est-ce que les points que vous venez de soulever tantôt, ce ne sont pas des points marginaux, entre guillemets, qui ont été observés dans des zones où la question sécuritaire est accrue? Oui, vous savez, les observateurs, nous savons qui sont ces observateurs. C'est plutôt des touristes que des observateurs. Et les observateurs ne sont pas des historiens. Demandez à ces observateurs combien de fois donc ils sont venus à des élections au Burkina Faso. Il est très facile aujourd'hui de venir dire que c'est la première fois que nous avons des élections ici inclusives. Et c'est vraiment le mal de l'Afrique. Cette volonté toujours de peindre en noir ce qui s'est passé de par le passé. Nous sommes au Burkina Faso. Nous savons comment les élections ont toujours été organisées. Et nous le disons, sous la transition, les votes, les élections ont été mieux organisées que ce à quoi nous sommes aujourd'hui. Qu'un observateur nous dise, sous Blaise Compaoré, quel candidat a déjà été exclu d'un processus électoral. Nous avons assisté, vous êtes là, les archives sont là, pour témoigner de comment les élections ont été organisées dans ces pays-là. Donc il faut que ces observateurs qui sont plutôt des touristes arrêtent vraiment de nous prendre pour, je ne sais quoi dire. Nous sommes suffisamment matures pour faire la part des choses entre ce qui a été bien fait et ce qui a été mal fait. Je vous ai dit que et les populations sont là, elles peuvent l'attester, que c'est la pire organisation d'élection auquel nous avons assisté donc depuis 1991. Alors donc quand ces observateurs viennent tenir de tels propos, je suis au regret de lui dire que pour nous réellement, nous ne sommes pas surpris donc de ce qui a été dit. Alors, lorsque vous parlez de la question de la sécurité, nous l'avons effectivement reconnu, mais vous prenez un pays où le gouvernement taille une loi sur mesure pour décider, lui-même gouvernement qui est acteur, vous savez que tous les ministres étaient pratiquement candidats, alors pour qu'eux-mêmes ils décident à tout moment de où est-ce qu'on peut voter et de où est-ce qu'on ne peut pas voter. Alors dans certaines zones, vous avez des bureaux de vote qui ont été ouverts, dont l'ouverture a été autorisée la veille des élections, des bureaux de vote qui étaient prévus, censés être ouverts, dont on a annulé l'ouverture le jour ou la veille même des élections, et nous avons assisté à un cafouillage indescriptible dans les zones d'insécurité. Alors quand dans tout cela, des observateurs viennent s'asseoir, moi dans ma province, je suis de la province des Bama, à l'extrême ouest du pays, mais la CENI est là, elle peut l'attester. Dans la plus grande commune de cette province, les bulletins sont arrivés, les listes électorales sont arrivées les jours même du scrutin. Et les bureaux n'ont pu ouvrir qu'autour de 11h, 12h. Et je suis toujours dans ma circonscription électorale où j'ai été élu. Alors donc, lorsqu'un observateur, je n'ai vu aucun observateur dans la province des Banwa, lorsque les gens viennent se balader à Ouagadougou et à Bobo et sortent dire oui, tout s'est bien passé, je suis au regret de vous le dire, c'est le véritable mal de notre démocratie en Afrique. Ces touristes qui viennent se déclarer observateurs et qui, en fin de compte, de par leur déclaration, donc, dévoile la volonté populaire. C'est ce qui aboutit le plus aux crises auxquelles nous assistons. Et on dit, nous sommes surpris de ce qui arrive. Il n'y a pas de surprise, parce que le vote ne reflète pas la volonté populaire. Bien. Boubacar Sanou, il faut le rappeler, hein, il est le secrétaire à l'organisation du côté de CDP. Il était en direct ce matin chez les GG. La République de Guinée, avec à la tête le président de la République Alpha Condé, les Guinéens attendent de l'État la promotion d'un appareil administratif performant avec des agents responsabilisés et motivés. Un appareil administratif à la hauteur de nos ambitions de développement, ce qui est tout à fait dans l'ordre du possible au regard des ressources humaines de qualité dont recèle l'administration guinéenne. Un pays actif dans le difficile combat pour l'avènement d'un monde de paix et de liberté. Avec le président Alpha Condé, la Guinée voit et continuera la prospérité. Nous restons toujours du côté du Burkina Faso. Nous allons joindre maintenant Yessien Salia. Il est donc secrétaire à l'organisation du côté de MPP, que nous allons joindre dans un instant avec évidemment notre réalisateur Ibrahim Prince Diallo. Mon cher Antoine, j'ai l'impression que on était en Guinée en fait. Ouais, c'est la même chose pratiquement. Il fustige d'ailleurs la mission d'observateur des différentes institutions sur place, ce qui n'est pas étonnant parce que la plupart des opposants ou des acteurs politiques, quand ils voient une élection, généralement lorsqu'ils voient les tendances,
semble ne pas être d'accord avec les rapports faits par les observateurs. Alors, lorsqu'il dit que ceux qui sont venus observer sont venus faire du C'est tourisme, des touristes, ouais. on y voit carrément notre représentant de ce côté qui est l'ancien premier ministre guinéen Kardinal Komara. Effectivement. Bon, nous savons qui est ce monsieur. Oui. Et je ne crois pas qu'il joue à ce jeu-là. Moussa l'a rappelé tantôt, dans quelles conditions il a accepté Quoique, certes, Quoique. ce monsieur-là, Lamine, je ne dis pas très souvent de telles choses, mais c'est un monsieur en qui j'ai entièrement confiance. Ouais. Ah, mais sauf qu'en politique, il faut jamais faire confiance. Mais sauf qu'il n'est pas politique. Comment ça, il n'est pas Il ne politique? fait pas de la politique. Qu'est-ce que tu racontes? Cabinet Komara ne fait pas de la politique. C'est pas possible. Mais Allez, si. on n'arrive pas à joindre évidemment. Ah voilà, il est là, il n'y a pas de souci. Donc nous partons sur le terrain, mon cher Antoine. C'est Yessien Salia qui est là. Yessien, bonjour et bienvenue sur Espace. Bonjour. Voilà, Monsieur Saliou, on a écouté à l'instant le représentant du... Monsieur Salia, on a écouté à l'instant le représentant du CDP qui pense que sous Blaise, les élections étaient mieux organisées par rapport à ce qui se passe sur l'ère Roch Rikisama Kaboré. Bon, nous, on ne va pas rentrer dans ces comparaisons qui ne sont pas forcément la raison. Parce que tout le reste du CDP, le Burkina n'était pas face à une situation de crise. Aujourd'hui, vous savez que le Burkina traverse des moments difficiles et d'insécurité sur le territoire national. Et donc, nous, on trouve que c'est une élection qui a été difficile en organisation parce que il fallait vraiment déployer beaucoup de moyens logistiques, sécurité, tout. On est d'accord qu'il y a eu des imperfections pour l'organisation, mais dire que toutes ces imperfections qui ont été relevées par l'opposition, je crois que ces mêmes imperfections soulèvent que malgré il n'y avait pas le problème d'insécurité jusqu'à ce point, se sont posées. Quand il est dit combien de bureaux de vote qui ne sont pas ouverts, tout, je ne crois pas qu'il y a eu tous ces bureaux, toutes ces quantités de bureaux, qu'ils arrivent à dire comme les bureaux n'ont pas pu s'ouvrir et ainsi de suite. Oui, mais quand même, deux choses, Monsieur Salia. Ils estiment, ces autres candidats, que la question sécuritaire est utilisée, manipulée par le camp présidentiel, par le parti au pouvoir, pour bourrer les urnes. Par exemple, le représentant du CDP que nous avions tantôt expliquait que des bureaux de vote dans sa circonscription ont ouvert juste 1 heure, c'est-à-dire de 17h, et ces bureaux ont fermé à 18h. Ensuite, vous avez suivi la sortie médiatique de ces opposants candidats qui ont d'emblée prévenu qu'ils n'allaient pas reconnaître les résultats issus de ces élections si ces fraudes massives continuaient. Et il y a eu même ce retrait de certains commissaires de la CENI, membres de l'opposition. Est-ce que vous pensez que c'est pas parce que les irrégularités sont aussi profondes que ce retrait a eu lieu? Oui, mais quand vous parlez des retraits des commissaires de l'opposition, il n'y a pas de commissaires de l'opposition. Il y a des commissaires de la CENI. La CENI a 15 commissaires. Puisque une fois que vous êtes élu, choisi comme commissaire de la CENI, vous prêtez serment. En ce moment, vous ne représentez pas un parti. Vous représentez une institution indépendante. Mais s'ils se considèrent comme des commissaires de l'opposition, là, c'est très dangereux. Où est le problème? Ce ne sont pas des commissaires de l'opposition. Oui, mais on se trouve là-bas. La raison, ils sont constitués. Alors, ils ont quand même pointé du doigt des irrégularités. Comment vous expliquez cela? Est-ce que vous pensez que ce n'était pas fondé? Les arguments placés n'étaient pas fondés? Notamment la remontée des résultats. Oui, quand vous dites par exemple, quand ils disent qu'il y avait des irrégularités, mais à une élection, quand il y a ça, le procureur même a ouvert directement le tribunal pour juger ces cas-là immédiatement. Ils n'ont qu'à déposer des plaintes. Ils n'ont qu'à faire recours à la justice. La Cour constitutionnelle est là. Et quand ils parlent que de non ouvert des bureaux de vote, c'est à Ouagadougou, c'est un seul bureau de vote. C'est un seul bureau de vote. Monsieur Yessien Salia. Parmi les milliers, oui. Monsieur Yessien Salia, nous sommes un peu pris par le temps. Dernière question. Vous pensez que Roch Christian Kaboré, face à 12 candidats, non pas des moindres,
on parlait de Monsieur Zidar, mais également il y a l'ancien premier ministre Diabré de la transition, Komboigo, le parti de Blaise Compaoré, qui revient quand même après avoir été exclu en 2015. Vous pensez que dans un tel contexte, un coup fatal, un coup KO tel que annoncé par votre camp présidentiel, est-ce que ça se dessine, un coup KO? Un coup KO, c'était notre slogan pour la campagne. Ça, c'est aujourd'hui, la population burkinabé est tellement mature. Il y a cette maturité. Ils ont vu le président Roch-Marc Christian Kaboré pendant 5 ans en œuvre. Ils ont vu comment, en 5 ans, il a pu, malgré ces histoires d'insécurité et autres, il a pu mettre des infrastructures, c'est-à-dire presque sur toute l'étendue du territoire. Des grands chantiers. Par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai 46 ans. Les voies en plein square de Bobo Dioulasso, par exemple, qui n'ont jamais vu des butines, ont été faits en si peu de temps. Croyez-vous qu'on peut narguer ces populations-là aujourd'hui, aller choisir quelqu'un? Quand vous parlez de la candidature de Zida, Zida ne peut pas avoir 1% au Burkina Faso. Ce n'est pas possible. Bien. Merci beaucoup en tout cas, monsieur Yessien Salia. Il faut le rappeler, vous êtes le secrétaire à l'organisation du mouvement du peuple pour le progrès. Il était en direct ce matin chez les GG. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Dernière ligne droite, évidemment, au compte de cette émission. Oui, les GG sur Radio Espace. Vous le voyez à l'écran, notre invité, mesdames et messieurs, ce matin, l'humanité célèbre, je le disais tantôt, ce mercredi 25 novembre, la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. En Guinée, 95% des femmes auraient subi donc des actes de violence. Et c'est une enquête réalisée, évidemment, à partir d'un échantillon de 500 personnes qui le dit. Et pour lutter donc contre la propagation, nous essayons de comprendre ce phénomène, évidemment. Awali ou Amali veut apporter donc une réponse à travers la sensibilisation. Cette association, évidemment, qui lutte pour l'émancipation donc des femmes, le fait par le biais de l'image. Ce mercredi donc même, pour marquer donc la journée, la structure projectera donc au Centre culturel franco-guinéen un film documentaire sur le sujet. L'objectif d'amener les autorités, les victimes, les autorités et les acteurs à prendre conscience de la nécessité de lutter contre les violences sous toutes ses formes. On essaie de comprendre avec la réalisatrice, vous le voyez à l'écran évidemment ce matin, c'est bien sûr Ouraïba, réalisatrice donc de ce doc, avec nous dans ce studio, mon cher Jacques Loualeno. Ouraï, bonjour. D'abord, l'ONG, on dit bien c'est Amali, hein? Amali, c'est Amali ou Ouamali. Amali, voilà. Ouamali, c'est le titre du film. Ah, mais d'accord, ok. On n'est pas loin, finalement. Alors, vous fixez pour objectif de lutter contre ces phénomènes par le biais de la sensibilisation, et le moyen que vous utilisez, c'est bien sûr les images. Ces films documentaires qui sera projeté ce soir, de quoi il procède et de quoi il est fait. C'est quoi le contenu? Le contenu, c'est... on montre en fait ce qui se passe, si vous voulez. On a des victimes qui témoignent, je vais commencer par ça. Donc on a des victimes de violences conjugales et de viols qui témoignent dans le documentaire. On a fait appel à la médecine légale, donc professeur Hassan qui intervient là-dedans pour faire l'état des lieux, parce que c'est l'un des départements qui s'occupe, en tout cas par lequel passent les victimes. On a l'OPROGEM qui est donc l'entité au niveau de la police judiciaire qui s'occupe aussi de cela, donc où Madame Marie Gomez intervient. On a les autorités religieuses, parce que si, je ne sais pas si vous entendez comme moi ou vous avez fait le constat comme nous de voir qu'on utilise souvent la religion comme prétexte pour non seulement faire ce genre de choses, donc pour les auteurs et pour pour la communauté ou la société, pour essayer d'atténuer souvent ou de maintenir les victimes sous la pression. Voilà, sous silence, exactement. Donc, je pense que je me souviens de l'essentiel de ce qui est, Mais vous avez et on a des acteurs aussi humanitaires qui interviennent
par-ci, par-là. Vous dites avoir fait une enquête d'abord en amont et qui vous donne 95%. Et l'enquête a été réalisée dans quelle zone? Je sais que l'échantillon c'était 500 personnes, mais dans quelle zone? Avant d'amener d'abord en enquête, vous êtes peut-être basé sur votre propre histoire, Oreille, pour réaliser ce film. Je sais que c'est très douloureux de raconter, mais quand on a vécu ces moments-là ou quand on a vécu ces actes atroces, finalement, est-ce qu'on se dit on est humain à la fin du compte? Comment ça se passe dans la tête? Au moment des faits ou pendant une longue période, on se pose plusieurs questions, j'avoue. Peut-être dépendamment de la personne, parce qu'on n'a pas tous les mêmes... Oui, mais votre cas à vous, comment on arrive finalement à sortir un petit peu, je vais dire, de l'ornière, à se dire, ok, il faut lutter, il faut aider les autres victimes, évidemment, à témoigner et surtout à poser des actes comme ce que vous faites aujourd'hui. Comment on arrive à vivre à la fin du compte, quand on est passé par là, quand on a été violé? Violenté. Voilà, oui, c'est ça. Voilà, c'est surtout ça. C'était les violences conjugales. Oui, des tentatives aussi de viol. Écoutez, c'est gênant, surtout quand on parle de viol, c'est là le problème. Alors que ça ne devrait pas être gênant. Justement. Parce que voyons à l'international Oprah Winfrey qui a raconté sa vie, notamment, qui est devenue une star mondiale parce qu'elle s'est confiée. Je pense qu'il faut le faire pour dénoncer ce fléau, pour toucher les consciences des autorités judiciaires, politiques et tout le monde. On ne devrait pas s'en cacher. Ça fait très mal parfois quand on parle. Les gens ne veulent pas savoir, les gens ne veulent pas qu'on sache qu'ils ont été victimes. Pourtant, il faut se confier, il faut oser en parler. Le cas de cette jeune fille qu'on a touchée du côté de Bokeh, qui a parlé sur nos ondes, qui a dit j'en parle pour ne pas que d'autres personnes subissent la même chose. La mine, c'est incroyable. Elle en sait quelque chose, ce qui se passe sur le terrain par rapport à ces cas de violence. Et la communauté est quelquefois complice, tout le monde est complice parce qu'on utilise la religion et tout le monde. En fait, on se dit non, il faut mettre la pression sur les gens. Les gens ont honte du candidat. La honte doit changer de camp. Du candidat-on, est-ce que je trouverai un mari si j'en parle? Qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont me pointer du doigt dans les quartiers. Il faut qu'on sorte de cela. Il faut que, comme vous l'avez dit, la honte change de camp. Et le combat qu'elle mène est à saluer, comme ce que font beaucoup d'autres activistes d'ailleurs. Et vous allez le remarquer à travers ces combats qui sont en train d'être menés. Vous avez l'impression que les statistiques augmentent. Mais c'est parce que les gens osent en parler aujourd'hui. Justement, briser la glace, c'est très important parce que moi j'ai eu quand même, je vais dire, la chance de voir un bout de ce documentaire. Je suis pas resté 50 secondes là-dessus parce que c'est trop violent. C'est fait exprès? Et c'est pas fait exprès. Enfin, ça fait partie. Il faut choquer. Je pense. Il faut choquer pour que même... Le message puisse parler passer. des auteurs surtout. Des auteurs parce qu'ils voient, parce que j'ai l'impression des fois qu'ils réalisent pas jusqu'où ils peuvent aller, jusqu'où leur acte ou les conséquences de leur acte. Donc ça fait partie aussi cet aspect de montrer cette violence, l'extrémité de cette violence fait partie. Est-ce qu'il y a des pistes de solutions, de perspectives dans le film plus tard pour essayer peut-être d'inverser ce paradigme qui existe dans notre société, permettre qu'il y ait par exemple un pouvoir judiciaire plus regardant sur ces cas de viol et que les auteurs soient punis donc à la hauteur de leur forfaiture? Ça, c'est ma première question par rapport aux pistes de solution. Mais quand on dit violence faite aux femmes, c'est un peu vague, c'est plus global, je veux dire. Et comment vous pouvez définir les violences faites aux femmes? Ça ne touche pas qu'au cas de viol. Il y a quoi comme violence faite aux femmes? Alors, votre première question par rapport on espère que ce documentaire permettra. Ce n'est qu'une goutte d'eau dans les multiples actions qui sont en train d'être menées sur le terrain. Donc, on espère que ça sera vraiment quelque chose qui va éveiller les consciences, que ce soit de la communauté, que ce soit des autorités, qui, elles, sont supposées, elles le font, elles le font parce que pour avoir interagi avec les autorités à tous les niveaux, je sais qu'il y a quand même quelque chose qui se fait, mais on espère que ça va aller à une plus grande échelle. Donc, à ce niveau, c'est un espoir qu'on a, un cri qu'on lance aux autorités et à la communauté. La deuxième question, c'était... les violences faites aux femmes. Les violences faites aux femmes, alors on a tout type de violences. Aujourd'hui, nous, on a traité essentiellement les violences conjugales et les viols parce que c'est ce qui est ressorti, si vous voulez, le plus. De toute façon, c'est ce que la communauté en général considère. Et même encore, considérer, ça dépend parce qu'on te pose toujours la question de savoir qu'est-ce que tu as fait. Ou bien comment elle était habillée quand il s'agit de viol. Quand il s'agit de violence conjugale, qu'est-ce que tu as fait?
C'est toujours ça la première question. Donc, et donc, oui, une baffe. Il y a des violences psychologiques qui sont plus destructrices que n'importe quelle guerre au monde, croyez-moi. J'en suis témoin, j'ai été malade, j'ai eu des accidents, j'ai eu des césariennes compliquées, j'ai eu des maux de tête pendant des années, mais j'ai pas été mal comme je l'ai été quand je vivais cette période-là. Voilà. Donc les violences psychologiques, c'est quoi exactement? Ce sont des injures, des blâmes, ou c'est quoi? Oui, le fait d'être rabaissé à tout moment, le fait d'être insulté, il y a tellement de choses qui nous amènent à être atteints psychologiquement. Mais en même temps, moi je dis pas pour les cas de viol, les violences physiques et autres, mais il y a aussi ce petit côté qui n'est pas souvent ressorti. C'est peut-être à un degré assez réduit, mais il y a aussi de la violence psychologique que subissent les hommes. Hein, vous voyez, ils subissent là aussi. Oui, mais Moussa Yero, je sais que vous êtes toutes contentes ce matin parce qu'on parle d'un sujet qui est quand même votre prédilection. Mais je trouve qu'il y a ce sujet. Il faut qu'il y ait des associations aussi qui s'en occupent. C'est important. Oui, on l'espère. Oui, qui s'en occupent. Je veux quand même rappeler que des hommes se sont fait zigouiller ici. Ils ont perdu leur kiki parce que des femmes ont mordu cela, elles ont coupé. Je veux vous rappeler que des hommes ont été poignardés ici. Je ne veux pas rappeler les cas qui sont déroulés du côté de la Moyenne-Guinée. Les choses, il y a même Tidiane qui le rappelait. On n'est pas en train de dire qu'il faut mettre dans la balance pour dire que c'est de façon égalitaire. Non, nous sommes pour la protection des droits des femmes et l'élimination complète de toutes les violences à l'égard des femmes. Mais j'aimerais qu'il émerge aussi au sein de la société des associations qui vont s'intéresser à ces petits cas. Parce qu'il y a des victimes, on ne peut pas s'assumer tous. Allez, mais elles existent. On revient dans un instant, Moussa. Ce fait du côté de Dubricas avec la rédaction de Radio Espace. Violence conjugale, donc Aïcha Ba, appelée Nato, donc elle est morte du côté de Dubricas ce week-end, donc selon sa famille, suite à des bastonnades répétées donc de la part de son conjoint. Son corps est en attente donc d'autopsie, il faut le dire, du côté de Ignace Dine. Le présumé auteur, Lansina Sissoko, est introuvable. C'est un reportage signé Ousmane Tounkara. On suit cet élément et derrière on revient. Nato était âgé d'une 50aine d'années. Aïssata Ba, à l'état civil, a quitté son mari depuis plus de 4 ans pour fonder un couple avec Lansina Sissoko, un huissier de justice. Ba Fodé, son frère aîné, raconte. Depuis plus de 20 ans, elle résidait aux États-Unis d'Amérique. Elle est mariée, elle a fait 3 enfants pour son mari, mais depuis un bon moment, il y a eu une séparation de corps entre elle et son mari. Elle est venue rester au Canada. Tout ce temps-là, elle venait maintenant, elle repartait. Son arrivée ici, on a trouvé un gars là, un certain Sissoko qui a son cabinet à côté de lui, qui la suivait. Depuis qu'elle s'est vue avec cet homme-là, on n'a pas la même histoire. Selon son frère aîné, les démarches de sa famille pour réconcilier la victime avec son mari à qui elle était légalement mariée n'ont jamais réussi. À cause de leur insistance, Aïcha Ba a fini par les abandonner et a choisi Lansina Sissoko, un huissier de justice. Elle ne nous a jamais expliqué ce qui s'est passé entre son mari et elle a rejeté notre proposition catégoriquement de se retourner. Ce qui fait que quand elle vient jamais chez nous se présenter. Toutes ces années, Nato faisait le commerce entre la Guinée et le Canada. Il y a moins d'1 mois, elle est rentrée au pays, explique son frère. C'est une semaine après qu'on a appris qu'elle est là. Deuxième semaine, c'est une de nos nièces qui nous appelle, comme quoi, que son copain a monté une famille contre lui parce qu'il faisait la cour à une fille à côté là-bas. Cette famille... Chaque matin dès 9h sur Radio Espace Guinée et sur nos radios partenaires, écoutez un show radio-télé unique en Guinée, les GG. Pendant 2 heures, l'équipe des GG de Radio Espace Guinée s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Guinéens. Un rendez-vous exceptionnel mêlant infos en direct, débats autour de l'actualité, réactions et interventions d'experts. En simultané sur Espace TV. Espace. Voilà, un reportage poignant. Madame Yoran vient d'écouter évidemment cet élément du côté de Dubricas. C'est ça, c'est en quelque sorte les féminicides, la mine, qui sont devenus récurrents ces derniers temps. Les statistiques sont alarmantes là-dessus. Beaucoup de cas de femmes qui sont tuées en couple. Je pense que en écoutant le frère, vous avez l'impression qu'il condamne un peu l'attitude de la femme. On ne met pas l'accent sur le crime qui a été commis, alors que la dame, elle est décédée sous les coups de son mari et de son conjoint. Il y a un autre cas qui s'est passé récemment. Pourquoi je me méfie d'en parler? C'est parce que il y a eu altercation entre 2 conjoints qui se sont battus, un agent en uniforme
Après, comment on appelle, la bagarre, la femme a fait une crise, elle est décédée. La famille attendait à ce que l'autopsie révèle ce qui s'est passé réellement, mais malheureusement, l'autopsie n'a rien dit par rapport à la bagarre. L'autopsie a dit qu'elle n'est pas décédée des coups, qu'elle serait décédée de Covid-19. Mais ce que je voudrais vous dire, Lamine, des cas comme ça se passent tous les jours. C'est pas qu'en Guinée, c'est un peu partout dans le monde. Vous avez vu ces mobilisations récemment en France où des gens sont sortis. Ailleurs, les gens sortent pour dénoncer. Mais ici, vous avez des cas de violence si atroces qui se passent. Mais les gens, on a l'impression que ça ne dit rien aux personnes. C'est juste quelques activistes qui se battent sur le terrain pour essayer de faire savoir au monde que c'est injuste. Les violences de tous bords, moi, ils en parlaient. Mais aujourd'hui, nous parlons spécifiquement de cette journée pour l'élimination des violences à l'égard des femmes qui a été, comme on appelle, adoptée en 93 par les Nations Unies. Et je pense qu'il faut y aller à fond. Il faut sensibiliser. Il faut parler aux hommes, parler à la communauté, d'arrêter ces pesanteurs socio-culturelles qui font que même quand il y a mort d'hommes, on vient plaider pour dire il faut qu'on se pardonne. Il faudrait que les gens aillent en prison pour ne pas qu'ils commettent les mêmes bévues après. Bien, Madame Hiro. Allez-y, Madame, pour clore. Ouraï, donc ce documentaire ce soir, hein, c'est bien cela. Du côté du CCFG, il y a d'autres actions à mener après ou pas du tout? Absolument, il y a toute une campagne qu'on a prévue, une tournée dans les écoles. On va intervenir dans plusieurs émissions afin de vulgariser au maximum ce documentaire qui, à notre humble avis, est un outil important pour la lutte que nous sommes en train de mener. Merci beaucoup, Ouraï, d'être passé chez les GG ce matin. Je vous en prie. Merci à vous tous. On a terminé ce matin, mesdames et messieurs. Grand merci à Prince Diallo qui a réalisé cette émission. Merci à Kabine Kondé du côté de la régie, à Lamine Sidibé, à Mafata Sano et à toute l'équipe de ce côté. Dans un instant sur Radio Espace, c'est Arnaud Béchier qui vous retrouvez pour Zik, laisse passer la matinée. Et sur Espace TV, les infos reviennent à 20h avec évidemment la rédaction pilotée donc par Moussa Moïsila et Jacques Lewaleno. Demain surtout pour d'autres aventures. Prenez soin de vous. Au revoir.